Et bonjour. Alors, nous voici dans un tout nouveau vlog livresque. Alors, on commence la semaine comme pas mal d'habitude. Donc, on est vendredi le 28 février et c'est la journée de ma fête, mais je suis au boulot. Je voulais juste lancer un peu le tout en direct de la studio mobile. Et j'ai une lecture en cours que j'ai commencé dans le dernier vlog, que je pensais pouvoir terminer avant la fin, puis j'aurais pu, mais le vlog était tellement déjà long que je me suis dit, c'est pas grave, ça sera pour le prochain. Donc, je suis dans une découverte de l'autrice Kristen Perrin qui nous propose une série qui s'appelle... Mais c'est une série, là, moi j'en ai donné le premier tome, mais je ne pensais pas que c'était une série, qui s'appelle How to Solve Your Own Murder. Et en français, donc, Comment résoudre votre propre meurtre. Et on est dans un genre de whodunit, cozy crime un peu. Ça me fait un peu penser à la plume, me fait un peu penser à peut-être l'humour de Benjamin Stevenson, sans avoir l'espèce de histoire dans une histoire, un écrivain qui écrit une histoire. Ça met quand même en scène une jeune fille qui s'appelle Annie, oh voyons, j'ai déjà un Annie Adams. Qui en fait se targue à 25 ans, essaie de se réorienter pour écrire des cozy mystery. Il habite à Londres avec sa mère, qui est une artiste qui en a rien à faire du traditionnel et du conventionnel. Et il habite dans une maison de Chelsea qui ne leur appartient pas, mais qui appartient à la grande-tante de la maman. Donc, voilà. Et cette grande-tante-là, toujours un peu excentrique depuis toujours, elle est persuadée depuis qu'elle a eu une lecture de son avenir par une voyante en 1965 qu'elle va mourir assassinée. Donc, et voilà. Et les gens ont un peu ri d'elle à travers dans toute sa vie parce qu'elle était comme, ben voyons, c'est juste des croyances et tout. Et à un moment donné, un matin, en fait, Annie Adams va recevoir une lettre enregistrée qui vient d'un notaire, un avocat en fait, qui dit vous devez vous présenter à tel patelin qui en fait est le patelin de la fameuse grande tante, qui est celui aussi de sa mère, parce que vous êtes désormais l'unique héritière de cette grande tante-là dans le cas où éventuellement elle viendra à mourir. Là, ça fait quand même un choc. Premièrement, parce qu'elle n'a vraiment pas rencontré cette grande tante-là. Elle a toujours juste entendu parler de ses excentricités. La mère était supposée être l'unique héritière. Mais il y avait quand même quelque chose qui tournait autour de cette espèce de prédiction-là qui avait tout chamboulé dans la vie de la grande tante. Elle disait qu'il fallait qu'elle se méfie de plein de choses et qu'il fallait qu'elle confie le fait que la vérité éclate aux filles d'eux. Bon, ça se traduit pas très bien, là, mais c'est à des daughters, donc filles d'eux, et qu'elles devaient choisir la bonne. Donc là, dès le départ, on se dit, peut-être que la mère dit, coudonc, ça a bien l'air que je suis plus la bonne fille, on dirait bien. Donc ça reste comme ça. Annie Adams va réaliser qu'elle n'a pas tant le choix d'y aller, ça ne tente pas tant que ça, elle ne connaît pas grand monde et tout. Puis elle va arriver là-bas et ils vont, justement, elle va rencontrer l'avocat et tout, et elles vont se rendre chez la grande-tante qui, sans surprise, va être retrouvée morte. Donc, comme dans la prédiction. Et là, il va s'en suivre une espèce d'enquête un peu informelle par la fameuse Annie Adams parce qu'en fait, elle en apprend de plus en plus sur cette fameuse prédiction-là que sa tante a eue. Elle rencontre les membres de la famille qui sont tous un peu louches. Puis elle se dit, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis en fait, elle est l'unique héritière, mais c'est pas parce qu'elle veut tant avoir l'héritage, c'est juste que tout sonne faux dans ce truc-là. Donc, elle va se lancer dans l'enquête. Puis je suis en plein milieu. Je l'écoute en livre audio, les narratrices deux narratrices, puisque ça se passe à deux époques. Donc, maintenant, à Chelsea, ainsi que dans le passé, qui est le moment où toutes les choses se sont passées pour la fameuse grande-tante, donc la prédiction avec la voyante et tout. Et puis, voilà. Donc, ça me plaît bien. Et puis, je vais le poursuivre. J'y ai pas accès en livre numérique ou en livre papier, donc ça va être uniquement en livre audio, mais ça se lit super bien. Ça s'écoute super bien. Voilà. Puis pour la suite, on verra bien à quoi va ressembler la future semaine. Mais je voulais juste vous introduire tout ça, comme on dit, avec le mot du début, le mot du lancement. Allez, on lance le tout! Et bonjour! Alors, on est le lundi 3 mars et je vous fais un petit coucou en direct de ma journée de congé, qui est aussi une journée de repos forcé. On n'ira pas plus dans les détails, mais c'est comme ça.
On dirait bien que mon nouvel anniversaire engendre plus de soins pour ma personne. Bref, j'aurais aimé ça pouvoir commencer un livre pour le Mars au féminin, mais j'ai pas encore terminé mon livre, ma lecture en cours, qui pourtant est excellente. J'ai juste, dans le fond, en fait, semaine, on fêtait mon anniversaire, donc je suis avec ma famille et tout. Mais je me suis dit que comme aujourd'hui, c'est pas la grosse forme, mais que je vais quand même essayer de rester en mode repos, je pourrais peut-être entamer le défi avec ma lecture que je me gardais pour les moments où potentiellement ça serait peut-être pas nécessairement si facile que ça de lire, mais je pensais pas que ce serait dès le 3 mars. Je vais peut-être commencer ma lecture du fameux Salade de fruits de Caton, donc qui était mon roman graphique conçu par une femme. Et ben voilà, je vous en avais déjà un petit peu parlé. C'est des scénettes de la vie quotidienne par Caton que je suis depuis toujours, mais dont l'œuvre Les Ananas de la colère, j'en démarre pas. Ça fait une couple d'années que c'est paru, mais c'est vraiment sa meilleure à mon avis jusqu'à maintenant. Mais j'aime son côté. J'aime tout, j'aime sa façon de penser les histoires, son humour, l'espèce de fausse simplicité de ses illustrations, parce que c'est toujours un peu chargé, donc il y a quand même des détails, mais en même temps, ça va quand même à l'essentiel. Donc, bref, je vais peut-être me lancer là-dedans, on verra bien. Je vous en reparlerai si jamais c'est le cas. Puis, ben voilà, je voulais juste vous faire un rapide coucou entre deux moments où un moment où c'est pas mal, ça, mon petit visage n'est pas trop déprimé. Mais non, c'est pas si pire que ça, là. Faut juste que. Hein? C'est ça. Bref, vive la lecture. Et je vais quand même essayer, si j'arrive à faire un peu de lecture auto aujourd'hui, d'avancer mon fameux livre en cours parce qu'il me reste juste 4 heures à lire, à écouter. Puis c'est vraiment super intéressant. Ce que je me demande vraiment, c'est pourquoi il va y avoir un deuxième tome. J'espère que ça va pas. Le premier tome va quand même être techniquement une histoire en soi, parce que ça me dérangerait presque que ce soit une intrigue ça, sur plus qu'un tome. J'espère que ça ne laissera pas sur un hanger, mais bon, on verra bien. Alors voilà, c'était mon petit coucou rapide. À bientôt! Alors, me voici en ce mardi 4 mars, parce que j'ai terminé des lectures et je voulais vous en parler. Et quand je dis des lectures, finalement, ça va peut-être être juste une lecture. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, j'ai terminé le livre audio de Kristen Perrin, How to Solve Your Own Murder. Et c'était vraiment bon. C'était excellent, en fait. C'était pas un coup de cœur, mais c'était excellent. C'était tellement bien fait. C'était super habile. C'était divertissant, intriguant. Ça joue avec les certitudes du lecteur. On change à peu près d'idée à peu près, je sais pas moi, 15-20 fois dans la dernière partie concernant qui peut finalement être le ou la ou les meurtriers. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage principal, Danny Adams. J'ai aimé... ce qui est marquant de la plume de l'autrice, c'est vraiment son humour puis le dosage qu'elle peut faire justement de... ça donne l'impression au lecteur de vraiment une authenticité, une spontanéité, une un peu autodérision, mais en même temps une crédibilité. Donc ça, c'est pas toujours facile à atteindre. Puis ça, c'est vraiment réussi. Donc c'est super agréable à lire. C'est pas une plume qui est... dont c'est le style qui est la qualité principale. Elle n'a pas un style spécifique à part le fait que c'est vraiment comme une écriture qui est plus de type humoristique, mais c'est vraiment de qualité, cet humour-là. C'est très, très bien amené. Après ça, ces personnages sont quand même bien construits. Il y en a plusieurs. Sont des fois esquissés un peu rapidement, mais c'est correct dans le sens que... Non, peut-être pas rapidement. Ouais. En fait, la galerie de personnages est esquissée assez rapidement, mais on a beaucoup plus de détails sur, évidemment, les personnages qui, éventuellement, on va comprendre, ont de plus en plus d'importance dans l'histoire. Donc là-dessus, c'est tout à fait... j'ai pas eu l'impression que, il me manquait des infos sur des personnages importants ou que j'avais trop d'infos sur des personnages qui avaient absolument aucun rapport avec l'histoire. Donc là-dessus, vraiment intéressant. Caractère sympathique et un peu hors du commun parce qu'évidemment, Annie Adams et sa mère ont mené une vie singulière jusqu'à maintenant. La mère qui est une artiste, qui ne veut pas vraiment se conformer, qui habite dans une maison à Chelsea, mais que
est vraiment comme... C'est une artiste qui a comme fait un bon coup au départ de sa vie, mais qui a passé un petit peu de la misère à joindre les deux bouts. Ça me donnait l'impression... Là, c'est vraiment une drôle de comparaison. J'ai aucune idée quel âge a l'autrice finalement, mais ça serait drôle si on avait les mêmes référents en termes de génération. Ça me donnait l'impression de la relation qu'il y avait. Ça, c'est vraiment un drôle de référent, je t'avertis. De la relation, ben, des deux personnages qu'il y avait, puis de la relation un peu qu'il y avait entre, dans The Princess Diaries, l'adaptation en film, la première partie, entre la maman artiste et ben, le personnage qui est joué par Anna Thaoué, qui est Mia Thermopolis. Donc, qui habite dans une caserne de pompiers reconditionnée, que la mère est vraiment en mode, tu peux vivre et être qui tu veux, puis t'as pas besoin de te conformer à personne, alors que dans le fond, la jeune fille est un petit peu timide, puis elle aimerait juste ça se conformer. Puis dans le fond, c'est comme si on voyait un peu cette dynamique-là, mais avec le personnage de Mia Thermopolis, qui est comme un peu, qui s'est émancipée, parce que dans le fond, là-dedans, Amy Adams va justement sortir d'une espèce de vie un peu conforme, peut-être en réaction à sa mère, et là, va finir par se dire, ben dans le fond, moi aussi, j'aimerais ça créer, puis il va se mettre à vouloir écrire. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était vraiment les personnages principaux, puis c'est ce qui est le plus intéressant. Puis, le personnage de la tante, Frances, qui est tellement particulière, qu'on sent qu'elle était à la fois une femme forte et déterminée, mais en même temps une femme tourmentée par ce qu'elle savait être des croyances irrationnelles, mais ce qui prenait tellement de place en elle, ben, par rapport justement à sa croyance en lien avec la fameuse prédiction qu'elle a eue quand elle était très jeune concernant son avenir. Et puis d'autres personnages de type small town, vraiment, bon, évidemment, un petit peu plus archétypaux, mais super sympathique. Puis vraiment, j'ai trouvé que le rythme de l'histoire était juste complètement bien rodé. Ça va. On a les bonnes durées de mise en contexte, le bon dosage de péripéties, le bon dosage de rebondissements, de moments où on fait puis après ça, finalement, on se rassure un peu, puis après ça, on se fait encore prendre par, par surprise. Là-dessus, c'est vraiment bien maîtrisé. Tout ce que j'ai rien à dire autre que ce livre est super bien maîtrisé. C'est un excellent divertissement. Puis bon, ben, la seule chose pour laquelle c'était pas un coup de cœur, c'est que ça reste quand même de l'ordre du divertissement pour moi. Disons par opposition à, peut-être pas par opposition, mais en comparaison avec certaines des séries de Cozy Mystery que j'ai lues qui m'ont marqué, comme les Richard Osman, que tu as ben, quand même une dimension un petit peu plus en profondeur peut-être là-dedans. Là, il y en a une, puis il y a une évolution des personnages, mais pas majeure. Donc, c'est peut-être pour ça que pour moi, c'est plus... ça demeure quand même de l'ordre du divertissement, mais c'est vraiment, mais vraiment parfait pour moi. Fait que sérieux, n'hésitez pas à lire, c'est vraiment tellement bon, tellement bon. Et là, c'est sûr que le deuxième tome, la seule chose qui me chicote, c'est qu'il y a un deuxième tome, puis là, j'étais comme, ah, est-ce que ça va me faire comme quand j'avais commencé les fameux Temps d'Imiti. Je sais pas si qui en parle un peu partout, parce que c'est sorti en France et tout. J'ai lu le premier, puis là, quand je me suis dit, il va en avoir comme 10, 15, j'étais plus sûre. Là, celui-là, j'espère que c'est peut-être pas comme une série à rallonge qu'on va un peu étirer le concept, parce que je trouve que dans le premier, c'est super intéressant. Mais après, je sais pas jusqu'à quel point ça va comme un peu trop étirer la sauce pour moi, mais je suis hyper satisfaite de ma lecture du premier tome, en tout cas. Puis à la limite, je pense que je pourrais m'arrêter là, puis ce serait bien correct. Alors voilà. Sinon, ma deuxième lecture, dont je ne pourrais pas vous parler tout de suite, j'étais toute contente de voir, j'étais comme, ah, parce que finalement, hier, j'ai pas lu mon fameux roman graphique, je l'avais pas assez bien, donc j'ai juste pas forcé et tout. Puis, je me suis dit aujourd'hui, ah, ben, j'ai un peu de trajet à faire pour aller au travail. Je vais lire un autre livre, en fait, de ma pièce à lire du Marceau féminin. Et je me suis dit, je vais lire Three Guineas de Virginia Woolf, qui est mon essai féministe, entre autres, qui a un rapport, ben là, ça donne comme ça, mais un essai féministe engagé qui secoue un peu les bases du patriarcat. Et là, je me suis dit, ah ben c'est bon, c'est impossible, il n'existe pas en version audio, sauf sur la plateforme audio du grand A, que j'essaie de ne pas utiliser, et qui est en fait apparaître, donc
La version audio est à apparaître pour juin 2025, donc de toute façon, j'y ai pas accès, fait que j'ai pas été tentée d'y aller là, mais sinon, il n'y a aucune autre version audio, dans le fond, qui est disponible en anglais, en langue originale. Et puis je m'étais dit, ah, ben, je vais me rabattre vers la version française qui était lue par Colin Serrault. Donc, je me suis dit, ah, ben, c'est correct. Puis, dans le fond, c'est un essai. Fait que, oui, c'est sûr que c'était des termes britanniques, mais c'était pas non plus la cata, c'est pas comme dans la fiction et tout. Fait que je me lance là-dedans. Puis, c'est un livre audio de 59 minutes. Fait que j'étais comme cool. Fait que j'étais capable de le passer en juste mes trajets d'aujourd'hui en masse. Fait que je l'ai fait, je reviens. Puis, j'avais comme l'impression que la fin était un peu comme. Ça fitait, mais bon. En même temps, j'avais une super belle expérience d'écoute audio parce que la narration de Colin Serrault, c'est juste excellent. Mais bon, ça s'est terminé, puis j'étais comme, OK. Puis là, par curiosité, je me suis dit, je vais regarder dans mon livre. Puis là, je me suis rendue à la fin, puis c'était vraiment pas ça. Puis là, en fouillant, parce que c'était pas super clairement dit, mais j'ai réalisé, à mon grand désespoir, ben pas désespoir, là, mais à ma grande déception, que le livre audio de Trois Guinées, qui est lu par Colin Serrault, ce sont des extraits. Mais ça n'a pas l'air, quand on l'écoute, c'est weird, ça se tient vraiment bien. Je ne sais pas c'est qui a choisi les extraits, mais on dirait vraiment qu'on est en train d'écouter l'essai au complet. Je trouvais aussi que 59 minutes, c'était pas beaucoup, mais en même temps, c'est un livre qui fait 140 pages. Puis, ben, c'est un peu rapide, mais je sais pas pourquoi. Dans ma tête, ça faisait du sens. Bon. Donc, je l'ai pas écouté au complet. C'est vraiment bizarre. Puis, j'étais super intéressée. Et que là, ben, il va falloir que je le relise. Puis, je sais pas comment. Faut que je trouve une manière de l'écouter en audio. Je sais pas, mais je vais pas y arriver. Pas dans cette édition-là, en tout cas. En même que j'essaie de voir si je peux avoir en voix de synthèse, là, je vais voir. Mais je vais le recommencer, donc. Parce qu'il y a des grands bouts que ça me dit quelque chose. Je le lis, puis c'est ça que j'ai entendu. C'est juste qu'ils ont fait des grands extraits, donc c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Donc voilà, c'est un rendez-vous manqué pour la recension de ce livre-là. Mais vous allez l'avoir dans le vlog, c'est juste que ça ne sera pas dans cette entrée-ci. Voilà, ça m'apprendra. Hey, c'est vraiment rare parce que je suis une grande lectrice depuis toujours. Je déteste les versions abrégées. J'ai toujours considéré que c'était pas une excellente idée. En tout cas, pas pour moi. Il y a des gens pour qui ça va, que ça va aider, mais moi, ça m'intéressait vraiment pas. Puis là, ben, j'étais tellement en quête de la version audio que je me suis dit, ah, ben, c'est parfait, la durée était pas très longue. Moi, je me suis dit, ben, ça se peut, si la personne parle vite, ça se peut. Puis finalement, j'ai même pas vérifié si c'était en version de l'abrégé. Fait que, comme une débutante, je me suis fait avoir. Mais en tout cas, ça me permet de vous dire que, comme narratrice, ben, c'est sans surprise, j'imagine, mais Colin Serrault est vraiment excellente. Donc, si vous n'avez pas envie de le lire au complet, je vous dirais que la version audio, ce sont des extraits, est super agréable. Ça permet, à mon avis, de comprendre les concepts généraux de vraiment l'essai, parce que je pense que c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Donc, essayez si ça vous dit, s'il n'y a pas de problème. Puis c'est vraiment agréable à écouter. Je trouve qu'elle fait vraiment bien vivre ça. Mais par contre, si vous voulez avoir le texte au complet, c'est pas vraiment la meilleure façon de le découvrir. Alors voilà, sur cet aveu. Sur cet aveu de distraction ou de je sais pas trop quoi, je devais avoir la tête à autre chose avec le contexte qu'on a maintenant. Ben, je vous dis à tout bientôt. De toute façon, je vais essayer de me relancer dans Tuer Guinness. C'est peut-être pas ce soir parce qu'elle a mal de tête. Mais bon, ça allait quand même mieux aujourd'hui, donc c'est pas super. Mais je vais voir, là, qu'est-ce que... Je vais voir. Je vais essayer de trouver une solution pour ce soir, puis c'est... Ah! C'est vrai, j'ai autre chose que je vais vous montrer. Regardez, j'ai enfin mis la main sur un planétarium Ghost Travel. Ghost Travel? Planétarium Ghost Travel de Sakana Sakatsuki chez le Renard Doré. Il est arrivé au Québec il n'y a pas si longtemps. Puis ça fait plein de fois que je veux me l'acheter, mais je me dis, ben non, mais ça l'a découvert avant, parce que là, le deuxième tome est déjà paru en France, je crois. Et ben c'est ça, les publications du Renard Doré, je les lis systématiquement. Et le Race Readings en a tellement bien parlé que j'avais trop hâte de lire. Puis ce que j'aime avec ça, c'est que vraiment, le Renard Doré, qui est un des labels de la rue de Sèvres, je pense. Oui, de rue de Sèvres. Et donc, dans la grosse... le gros groupe École des loisirs. Ce que j'aime, c'est que les choix qu'ils ont fait pour les mangas, c'est vraiment des mangas qui sont pas chargés visuellement. Puis c'est comme la seule façon que j'arrive vraiment à bien en profiter. Et qu'à chaque fois, je suis comme tellement contente. Donc, Planetarium Ghost Travel, j'avais la 4e de couverture, puis on va la découvrir ensemble.
L'espace n'a jamais été aussi envoûtant que lors d'une expédition à travers les étoiles aux côtés de 303, le nonchalant et énigmatique agent de la compagnie Planétarium Ghost Travel. Chargé de visiter les planètes endormies où les habitants sont plongés dans un sommeil sans réveil, il rencontre, au fil de son périple, les êtres humains qui, confrontés à la perte de leurs proches, tentent de surmonter cette solitude. Sa mission est de préserver les mémoires de chacun, et à travers elles, les souvenirs, objets et cultures d'un monde en déshérence. Le temps d'un sublime périple stellaire, Sakana Sakatsuki nous fait voyager aux confins du cosmos pour sonder la profondeur de l'âme humaine. Puis dans le fond, ce que Laura Rowling disait, c'est que c'est comme un manga tranche de vie. Parce qu'elle n'aime pas les choses qui se passent dans l'espace, ça me faisait rire qu'elle ait décidé de se plonger là-dedans. C'est un manga tranche de vie, mais qui est comme un peu tout en douceur et tout. C'est ça que je veux dire par non chargé. Là, je vais vous montrer quand même. Mais là, ça, c'est une page, je tombe sur qu'il y a beaucoup de. Mais un manga qui permet ce genre de composition-là, c'est quand même assez rare. C'est tellement bon. En plus, c'est audacieux parce que je me rends compte que c'est monochrome, mais c'est pas noir, à moins que je me trompe, mais c'est pas noir et blanc, c'est bleu foncé et blanc. On le verra pas à la caméra, mais bon. Je suis super contente. Dans le fond, on l'avait à la biblio, puis dans le fond, c'était à mon tour de l'avoir, donc je vais le dévorer sans doute. Puis je pense que si j'aime vraiment ça, on va voir, là, mais si j'aime vraiment ça, c'est sans doute quelque chose comme une série que j'aimerais avoir à la maison. Donc voilà, je vais me consoler de mon erreur avec Virginia Woolf avec Planetarium Ghost Travel. Voilà, à tout bientôt! Je sais que je commence à savoir quand même ce que j'aime ou pas. Et du coup, bah, dans cette sélection, je mets en général des bouquins que je vais aimer, en fait. Et je vous assure que c'est super agréable, parce que du coup, je me permets aussi de sortir des livres plus vieux, en fait. Bonsoir en fait. Alors, on se retrouve en fin de soirée. Comme vous pouvez voir, j'ai finalement trouvé le courage d'aller courir. Ça faisait 2-3 semaines que j'étais moins disciplinée, alors que ça fait plusieurs mois que je le suis. Puis, ça me fait du bien, en fait, d'aller courir. C'est juste que, c'est ça. Il y a eu les 80 cm de neige, puis là, il pleuvait, puis il y a toujours des espèces de raisons. Puis, j'avais pourtant pas laissé la météo m'influencer depuis le début de l'hiver, mais là, bon, faut croire que... Mais bon, trêve d'explication. Je suis allée, ça fait du bien, c'était juste drôle parce que c'était pas les conditions idéales. Puis quand je suis revenue, je me suis dit, je vais me plonger dans mon fameux planétarium Ghost Travel. Donc, désolée pour les reflets, je sais là, comme ça. Mettons comme ça. Donc, de Sakana Sakatsuki. Et je savais pas, j'avais pas regardé tout simplement, mais c'est une créatrice, donc c'est une mangaka et illustratrice. Donc, je vais rester quand même dans la thématique du Mars au féminin, même si c'était pas officiellement dans ma pile à lire. Et, je sais pas si je vous ai lu. Bon, je vous ai lu la 4e couverture, donc vous avez une idée de à quoi ça ressemble, mais même si j'avais une idée de à quoi ça ressemble, j'ai quand même été... Oh, c'est tellement beau. En effet. Ce qu'en a dit Laura Rowling était tout à fait approprié. Donc, c'est une tranche de vie. C'est un manga tranche de vie. Mais il y a un petit quelque chose quand même. C'est vraiment dans l'espace. Et on va suivre l'agent 303 qui travaille pour
l'agence PGT qui est Planetarium Ghost Travel et son rôle, c'est de aller sur les planètes qui sont dites endormies parce qu'il y a un arbre qui se trouve sur ces planètes-là qui euh, supposément dégage quelque chose qui peut être toxique et quand les gens s'approchent trop de l'arbre, finissent par germer et devenir des arbres eux-mêmes, faire partie de l'arbre finalement. Et quand la plupart des gens sur la planète sont dans cette situation-là, ben, les planètes sont considérées comme des planètes endormies. Et ben, c'est ça, cet agent-là se promène de planète en planète pour voir qu'est-ce qui s'est passé, essayer de découvrir le passé des gens, puis archiver qu'est-ce qui peut être là comme souvenir. Bon, juste avec ce qu'il y a de l'air, ça vous dit pas un petit quelque chose ici? Petit foulard dans les airs comme ça, qui se promène de planète en planète. Alors oui, en effet, c'est un super beau clin d'œil au Petit Prince. C'est pas nécessairement la même chose, mais c'est quand même le principe de, bon, le personnage principal qui s'en va là. Et évidemment, on va le rencontrer sur les différentes planètes. Il va y avoir une planète, bon, on en a 5 épisodes, ouais. Et, bon, différentes planètes, différentes rencontres. Il va toujours rencontrer des gens qui ont perdu quelqu'un par rapport aux arbres. Il va toujours avoir une espèce de gros mystère qui tourne autour de ça. Puis on comprend que dans le fond, les arbres, ça génère, c'est quelque chose qui peut générer un deuil. Ça évoque la disparition la plupart du temps d'un être cher. Ça fait réagir les personnages d'une certaine façon par rapport à ça, qui est différent d'une personne à l'autre, évidemment. Donc, vraiment, on est vraiment quelque chose qui tourne autour du deuil. Mais en même temps, il y a comme quelque chose, le côté tranche de vie, c'est que dans le fond, sur chaque planète, il y a quelque chose de spécifique. Puis c'est toujours des rencontres qui sont pas un peu sans lendemain, mais il n'y a pas nécessairement de péripéties. C'est juste que lui va aller à la rencontre de quelqu'un, il va apprendre un petit peu mieux à connaître cette personne-là, puis ben, son voyage va terminer, puis il va repartir. Puis c'est quand même super drôle parce qu'ils sont, ben drôle, super attachants parce que son véhicule, en fait, de transport, je l'ai découvert, je l'ai comme réalisé après, mais c'est une vieille Vespa un peu, je pense que c'est une Vespa. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est une vieille Vespa, je sais pas si on peut le voir, là, mais c'est comme assez iconique quand même. Donc, voilà. Et ben voilà. Donc là, il va rencontrer des gens. Puis, à partir du troisième épisode où il va se ramasser à la fameuse bibliothèque étoilée, qui est super belle, qui est un de mes épisodes que j'aime vraiment beaucoup, sans surprise, puis la bibliothèque de la voûte étoilée, il va rencontrer une apprentie qui va, en fait, venir travailler à la PGT. Donc, parce que ne peut pas prendre sa place, mais elle va faire partie de l'équipe. Puis elle était apprentie à la bibliothèque et tout. Puis ben là, dans le fond, ce personnage-là va aussi accompagner l'agent 303 au cours des 3 épisodes suivants. Puis il y a comme, en plus, bon, comme je dis, de l'espèce de thématique comme il présente un peu du deuil, mais en même temps, pas du deuil triste, mais plus du deuil de en fait, le rôle de l'agent 303, c'est on dirait de faire percevoir aux gens qu'au-delà du deuil, il y a comme un peu de l'espoir. Mais en même temps, c'est sous forme de mystère pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les armes. Puis une des caractéristiques de l'agent 303, c'est que lui, il est immunisé contre les effets de cet arbre-là. Donc, personne ne comprend vraiment pourquoi. Puis évidemment, ben, on va comme le comprendre dans la dernière case, pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il est immunisé. Puis il y a aussi des relations qu'on va mieux comprendre aussi. Donc, l'agent 303 va interagir la plupart du temps avec la personne qui est comme à la base de Planetarium Ghost Travel, qui est l'agent 505, un peu comme le Houston, mettons, We Have a Problem. Puis dans le fond, dans la dernière histoire, on va les voir, enfin, on va plus comprendre que c'est des gens qui se connaissent de longue date et tout. Puis on comprend un petit peu plus qu'est-ce qui s'est tissé entre eux, sans nécessairement tout comprendre. Donc c'est un peu flou comment je vous en parle parce que j'ai juste de le terminer. Mais c'est un manga d'atmosphère, c'est un manga de non-dit, de lire entre les lignes, de percevoir qu'est-ce qui n'est pas dit. Il y a vraiment une aura de mystère qui plane évidemment par rapport aux arbres. En même temps, on sait un peu, ben, en fait, c'est vraiment présenté comme étant quelque chose de concret, mais il y a quand même des personnages qui disent, ouais, mais dans le fond, est-ce que les arbres, c'est vraiment si mystérieux que ça? Mais ils n'en disent pas nécessairement plus au lecteur. J'ai adoré ça, j'ai adoré les visuels. Comme je vous dis, c'est pas chargé du tout. On laisse l'espace justement à la composition graphique,
même si c'est des mangas, il y a quand même un petit peu plus d'originalité dans ce côté des grandes plages comme ça. Je pense que, ben, je sais pas si j'en ai des doubles pages que c'est dans la bibliothèque, il me semble qu'il y avait quelque chose de chouette. Ben, juste ça ici, justement, c'est au début de la bibliothèque étoilée. Voyez-vous, ils se sont permis d'avoir une page pleine comme ça ici. C'est quand même assez rare dans les mangas, donc je trouve que c'est vraiment en dehors de tout ce que j'ai pu connaître potentiellement comme manga. Ça s'adresse à qui, je sais pas. C'est quand même un manga un peu philosophique. Donc, pour moi, ça a un peu le même genre de clientèle difficile à cibler que Le Petit Prince, dans le sens où des plus jeunes qui liraient ça pourraient comprendre quelque chose, des adultes vont peut-être comprendre autre chose, mais dans le fond, en fait, c'est pour tous les yeux, toutes les oreilles, tous les cœurs, peu importe leur âge. J'ai adoré ça. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne sais pas. Je pense que oui. C'est juste que la fin m'a surprise parce que je n'étais pas sûre d'avoir compris. Puis là, finalement, je suis allée voir un peu sur Internet puis je pense que j'ai bien compris. Donc, ça m'a un peu surpris. Mais tu sais, bon, au départ, je pense que j'avais mis comme 4 étoiles et demie, mais je pense que c'est quand même 5 étoiles. Puis ben là, c'est ça. Je l'ai emporté à la bibliothèque, puis je vais aller me l'acheter. C'était ma fête, j'ai eu des petits sous parce que les gens savent que j'aime ça m'acheter des livres, mais mon amoureux, en fait, il m'a dit de donner une possibilité d'achat. Puis là, ben, je pense que je vais aller m'acheter tout de suite le tome 1 et le tome 2 qui vient de paraître, parce que c'est clair que, ben, sans surprise, j'avais vraiment cette intuition-là que j'allais vouloir l'avoir à la maison. Mais, puis je vais le relire, c'est vraiment... C'est rare que j'ai ce feeling-là pour un manga. Habituellement, les mangas, je peux en le fait que le visuel est souvent très chargé, puis que c'est des codes avec lesquels je deviens de plus en plus familière, mais je ne suis pas encore tout à fait familière, ça me maintient à une certaine distance. Puis celui-là, c'est vraiment un manga qui est accessible, qui est pour tout le monde, il est un peu non-initié, entre guillemets. Donc, vraiment, l'accent est mis sur l'histoire, les personnages et moins sur la codification, en fait, des mangas. Puis moi, ben, ça m'a comme laissé plus la possibilité de me faire émouvoir. Puis, ça vaut vraiment la peine, quand même si vous n'êtes pas manga, là, c'est pas... Osez-le. C'est tellement beau, là. Mais en tout cas, je vais lire, je vais lire la deuxième partie pour voir qu'est-ce que c'est, mais j'ai pas l'impression que ça va être... que ça va enlever le côté, mon enthousiasme que j'ai là. Mais en fait, je suis comme charmée et touchée en même temps. Et je sais pas, par contre, où ça va nous mener, mais je me dis qu'on va en apprendre un petit peu plus sur l'agent 303, sans trop vous en dire. Puis juste vous montrer à l'arrière que, dans le fond, ça représente... en tout cas, ça, voyez-vous, c'est comme si c'est un peu les objets qu'il a rencontrés à travers ses voyages, puis qui ont été aussi le moteur de rencontres avec différents personnages, qui ont fait que, l'histoire avance, en fait, pour nous, pour les lecteurs, puis on apprend à mieux comprendre, en fait, le contexte, à la fois de la planète sur laquelle est le planétarium Ghost Travel et les autres planètes qui vont être visitées par l'agent 303. Alors voilà, bon, j'en ai dit vraiment beaucoup, mais ben, pas tant que ça, mais je sais pas, c'était en morceaux, mais j'espère que vous avez comme perçu à quel point j'avais vraiment adoré ça. Donc voilà. Et sinon, je suis en train de terminer le Three Guineas de Virginia Woolf. J'ai finalement décidé de le lire en français parce que j'avais réussi à le trouver en anglais. Puis, dans le fond, tout ce que j'avais comme possibilité, c'est de les avoir en voie de synthèse pour avoir le texte original. En français, j'arrivais pas à être sûre d'avoir la version qui était complète. Comme je vous dis, la version que j'ai eue, c'est une version raccourcie. Puis là, maintenant que je le lis, c'est très, très raccourci. C'est spécial parce que l'essence du livre est vraiment là. Fait que le travail qui a été fait sur la version que j'ai écoutée par Colin Serrault, c'est colossal, là, ce qui a été fait pour qu'on en arrive à penser que ça pouvait être ça. Mais c'est tellement bien construit. J'avais adoré A Rooms of One's Own, donc Une chambre à soi de Virginia Woolf, mais ça, c'est 4 coches en haut, là. C'est dans la même veine, c'est ça qui était indiqué à l'arrière, mais c'est un peu dans la même... C'est comme un peu une genre de prise, pas de prise 2, mais de niveau 2 par rapport à Une chambre à soi. Mais aïe aïe, c'est assez dense. C'est pas juste une impression, c'est vraiment dense. Elle tient beaucoup le lecteur par la même. Mais tu sais, j'ai reculé plusieurs fois, je relis des passages parce que ça demande vraiment beaucoup de concentration. Mais je l'ai finalement décidé de l'écouter en voix de synthèse en français pendant que j'ai fait mes différentes étapes aujourd'hui pour avancer un peu.
parce qu'en anglais, c'était comme trop complexe pour moi, vu que c'était un essai, même si pourtant je comprends hyper bien l'anglais. En français, ça, c'était comme plus reposant. Par contre, c'est sûr que, bon, ça reste que, originalement, c'est écrit en anglais, puis il y a des références. On s'entend que Three Guineas, puis ben, en français, c'est 3 guinées, mais pour nous, ça ne nous dit rien, là. C'est vraiment la monnaie, en fait, britannique. Puis pendant tout le long, ils ont traduit, ils ont traduit Gentleman, je pense que c'est ça qu'ils ont traduit. Ils ont traduit comme gentleman puis gentleman daughters, mettons, par homme éduqué et fille d'homme éduqué. Donc, la traduction française qu'ils ont choisi pour traduire l'expression puis le mot gentleman qui veut dire plus que juste sa traduction littérale, c'est ça. Fait que la seule chose que peut-être qu'il y a eu, c'est certaines affaires, mais en tout cas, si jamais vous voulez, là, je ne l'ai pas encore terminé, mais c'est sûr que ça va être quelque chose pour moi qui va être un incontournable, mais sachez que je le lis finalement en français, ce qui est assez rare. Parce que je veux vraiment bien comprendre, mais après, je vais le relire sans doute en anglais. C'est pas que c'est si compliqué en anglais, mais c'est juste que comme je l'écoutais en voix de synthèse, c'est pas toujours évident la voix de synthèse à comprendre, vu que les intonations sont pas nécessairement là et tout, là. Fait que c'était juste comme une coche de trop pour mon niveau de concentration pour aujourd'hui. Mais c'est sûr que si j'avais été capable de me concentrer puis de le lire en papier, j'aurais été capable de lire amplement en anglais. C'est pas compliqué, mais il faut vraiment comme... faut quand même être prête à... C'est quelque chose qui confronte les certitudes à comme toutes les demi-pages. À chaque fois qu'on pense qu'on a fini par faire le lien dans l'argumentaire, c'est quelque chose qui est détricoté immédiatement, puis retricoté, pour nous faire prendre conscience justement de ce à quoi on a fini par s'habituer comme tricotage social. Donc, ça demande quand même un petit peu d'énergie, mais bref, je l'ai presque terminé. En version numérique, je pense qu'il me reste à peu près une 20aine de pages. Je vais sans doute pouvoir vous en parler demain quand je vais l'avoir terminé. Mais je suis super contente. C'est juste drôle parce que je lis comme écouté. C'est comme si j'avais écouté un teaser en fait, puis que je le lis au complet. C'est un livre quand même que là j'ai lu finalement de façon assez intense, mais c'est quelque chose quand même que je vous suggère, si même vous le lisez, de prenez votre temps. Laissez mijoter la réflexion. C'est pas nécessairement le rythme de lecture qu'il fallait pour moi pour celui-là, mais c'est correct que je suis bien contente d'être dedans. Mais c'est juste parce que dans le fond, j'étais comme un peu, ah ben non, je n'ai pas lu la bonne version, puis je me suis comme lancée dedans en me disant, je vais me rattraper. Puis je pensais que ça irait assez vite, mais finalement, pas nécessairement, parce que c'était vraiment plus complet et riche que ce qui avait été mis dans l'extrait là, de 59 minutes. Donc, ça prend beaucoup plus de temps que qu'est-ce que je pensais, mais en même temps, c'est intéressant. Mais c'est comme si je n'avais pas ralenti mon rythme en conséquence. Fait que bref, tout ça pour dire que si jamais vous lisez, prenez votre temps. Voilà, donc ça c'est mon petit point, mon petit coucou pour le soir. Puis ben, je vous reprends demain, idéalement, peut-être, je vais essayer de voir si je suis capable de vous prendre sur l'heure du dîner, puisque je vais sans doute avoir terminé le Virginia Woolf d'ici là. Puis ben voilà. Allez, à demain! Bonjour! Alors, me voici dans ma pause repas et j'ai terminé, comme prévu, le fameux, très incontournable, très essentiel, très dense, mais super intéressant. Three Guineas de Virginia Woolf. Donc, dans le fond, je l'ai... Voilà. Donc, je l'ai finalement, comme je vous dis, écouté, lu en français. Parce que c'était ça qui était le plus adéquat pour mon contexte. Mais j'en ressors inspirée, confrontée, inquiète, déterminée, prête à poursuivre la lutte. Cet essai-là est paru, si je me souviens bien, en 1938, donc juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et c'est criant d'actualité. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que, bon, comme je vous disais, Virginia Woolf va utiliser la réponse à la demande d'un homme qui est en train de fonder une société. Je ne sais pas si société en anglais, mais une organisation, dans le fond, qui veut lutter contre, en fait, empêcher la guerre, lutter contre la guerre. Donc, il a demandé de l'aide financière et de l'adhésion à une société. Puis, dans le fond, par le biais de cette demande-là, Virginia Woolf va nous inviter au cadre de sa réflexion dans sa correspondance et elle va s'adresser toujours à cet homme-là qui lui a demandé cette question-là. Et pendant le moment où elle va essayer d'y répondre ben je pourrais bien vous donner une guinée ou un montant, mais en fait, il faudrait d'abord que je me demande si c'est vraiment de quelle façon je pourrais aider ou nous
dans le fond, elle dit je, mais c'est elle parle vraiment au nom des femmes en général. Comment on pourrait vous aider à arrêter la guerre? Et pour ça, pour elle, il faut passer par regarder la société actuelle. Puis, dans le fond, elle va développer un argumentaire qui est assez intéressant, puis qui va passer par aussi, elle va donner en exemple 2 autres demandes qu'elle a reçues de soutien. Une demande pour reconstruire un collège pour filles près des universités et une autre demande pour un soutien à l'organisation pour des femmes qui veulent se trouver un travail ou doivent être sur le milieu du travail. Puis pour elle, tout passe par là, en fait. Elle dit, mais en ce moment, dans l'état actuel des choses, les femmes ne peuvent pas vraiment vous aider parce qu'on n'est pas indépendante. Notre influence, c'est une influence indirecte. C'est ça que la société nous impose. On n'a pas d'indépendance. On est toujours dépendant d'un mari, d'un emploi, son travail. On est toujours donc avec une espèce de billet qui est comme un peu mis sur nous autres concernant nos obligations de loyauté, nos obligations d'influence et tout ça. Puis là, elle va développer par rapport à ça, elle va faire une grande réflexion sur est-ce que si la demande vient d'une femme qui demande pour donner de l'argent à un collège de femmes, je devrais tout de suite dire oui, c'est beau, il faut vraiment qu'on refasse ce collège. Ou en fait, je devrais me poser la question, est-ce qu'en fait, finalement, ce collège-là ne devrait pas exister parce que ce collège-là va donner la même opportunité aux femmes qu'aux hommes d'accéder à l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur, à l'époque, en 1938, a formé des hommes qui sont belligérants et qui ne pensent qu'à la guerre. Fait que son point, c'est, bien, si l'éducation de la société a été assez ratée pour que les hommes, parce que c'est juste les hommes qui peuvent accéder à l'enseignement supérieur, ça ait juste renforcé leur instinct de guerre, bien, pour elle, c'est comme une espèce de constat d'échec que la première lettre lui demande de l'argent pour faire une société, pour empêcher la guerre, puis ce soit un homme qui lui demande ça. Elle va soulever également tout ce qui est société patriarcale, comment les femmes, par leur sacrifice qui était imposé par la société, les filles n'allaient pas à l'école, le fait que l'argent allait toujours pour éduquer les garçons, bien, ça fait partie de leur contribution techniquement à ce que y ait une éducation à la société, au soutien, en fait, des hommes dans leurs différentes priorités et tout ça, même à la limite pour essayer de former une société qui ne pense pas à la guerre. Donc, ce qui est super intéressant, là, ça va être dur de vous l'expliquer, puis c'est un peu laborieux comment j'en parle, mais dans le fond, elle va vraiment faire ça par 3 angles. Donc, l'éducation, l'indépendance de moyens pour pas dépendre, en fait, d'un père, parce qu'à l'époque, c'était le père, puis même il n'y a pas très longtemps, pour pouvoir avoir sa voix. Puis, pour celles qui ont une voix, donc qui ont eu accès à l'éducation ou pas nécessairement, ou ont une profession, puis permettent d'avoir une indépendance, de s'engager à ne pas soumettre leur intellect, leur liberté intellectuelle au dictat, en fait, de la société. Donc, pour elle, la meilleure façon de s'impliquer, c'est pas nécessairement de rejoindre les organisations déjà existantes ou d'essayer d'imiter les genres d'actions que les hommes ont envie d'entreprendre pour essayer de régler la situation, par exemple, de la guerre, mais plutôt d'analyser les forces qu'elles ont et de faire des actions qui peuvent être aussi des actions d'omission pour secouer la société puis faire, en fait, changer fondamentalement la façon de penser, parce que pour elle, l'instinct de guerre est au cœur de l'homme, pas comme un reproche, juste comme une réalité. Puis, il est un peu entretenu par l'éducation qui est formatée par la société de l'époque. Donc, oui, c'est sûr, ça s'inscrit dans la société 1938. Mais ce qui est troublant, c'est que elle va dire que ce que je me rends, bien, il y a plein d'affaires qui m'ont marqué là-dedans, là, mais une des choses qui m'a marqué, puis c'est surtout, ça me fait penser à maintenant, parce que une des choses qui va faire en sorte que l'homme va demander aux femmes de s'impliquer pour empêcher la guerre, c'est qu'on approche de la guerre 39-45 et que là, les hommes sont mis devant le fait que il y a de la discrimination, puis des inégalités, puis des atrocités, puis des demandes de sacrifice qui sont faites à des hommes également, hommes et femmes, en regard non pas de leur sexe, mais bien de leur origine ou de leur religion. Puis c'est d'être exposé à ça, des photos, des réalités, des témoignages qui leur font réaliser qu'il y a une injustice. Puis dans le fond, Virginia Woolf va leur dire, bien, ce que vous découvrez là, c'est qu'est-ce que la plupart des femmes ont vécu depuis des centaines d'années.
Donc, c'est bien que vous vous en rendiez compte maintenant, mais pour elle, toute discrimination, que ce soit par le sexe, la race, la religion, c'est des choses qu'il faut tuer dans l'œuf, puis c'est des choses pour lesquelles il faut se battre. Donc, je sais pas, j'oublie à peu près 850 000 choses qui sont là-dedans. C'est super riche. J'avais lu, comme je vous disais, j'ai lu Une chambre à soi. Bien intéressant. C'est comme un peu le début de la réflexion sur la nécessité d'avoir une indépendance financière ou en tout cas un lieu où on peut exister par nous-mêmes sans avoir un sentiment d'obligation, de loyauté à la société. Évidemment que tout ça est ancré dans une société patriarcale qui était très forte en Angleterre au début du 20e siècle et qui malheureusement, c'est pour ça que je vous dis 50 d'actualité, semble pas être vraiment partie pour changer en ce moment en Amérique du Nord, en fait aux États-Unis et dans certains autres pays. Et puis, ce dont elle parle, l'espèce d'esprit belligérant qui est là, elle explique vraiment bien ça. Elle explique comment les réactions des gens, que ce soit les hommes ou les femmes, à leur façon, puis comment les guerres partent, en fait, comment c'est vraiment mené par la peur de perdre le contrôle sur quelqu'un, la peur de, etc., etc. Puis, j'ai trouvé ça extrêmement d'actualité. Puis, c'est ça, comme je vous dis, comme c'était une amorce dans Une chambre à soi, cette réflexion-là, là, c'est vraiment le déploiement complet de cette idée-là de départ. Puis, ça s'applique dans un contexte où on demande maintenant aux femmes de contribuer alors qu'on les a toujours ignorées, mais on leur demande de contribuer tout en restant dans le cadre qui leur est imposé par la société patriarcale, puis qui, selon Virginia Woolf, ne leur permet pas justement d'être à pleine capacité en soutien parce qu'elles vont toujours être freinées par leur incapacité à travailler, le contrôle qui va être fait au sein de la société, pendant très longtemps, leur incapacité à voter, etc., etc. C'est vraiment, vraiment excellent. Je pense que j'ai préféré celui-là à Une chambre à soi encore, mais les deux se lisent vraiment comme dans, à mon avis, on commence par Une chambre à soi, on évolue vers Trois Guinées. J'ai envie éventuellement, pas là, c'est quand même assez dense, je me suis tapée comme une espèce d'amorce avec la version de Colin Serrault, présentation d'extrait de Colin Serrault et le texte complet de Virginia Woolf. Donc, j'aimerais quand même ça le relire en langue originale parce que, comme je vous dis, il y a quand même des référents à la société d'époque. Puis la traduction, comme je vous dis, de gentleman par homme éduqué pendant tout le long, ça m'a fait friser les oreilles. Mais bon, c'est pas de la fiction, c'est un essai, c'est quelque chose qui valait pas la peine que je m'en fasse dans une traduction comme ça, mais c'est quand même un petit peu ridicule. Mais bon, ça reste que c'est la vie, là. Mais c'est vraiment intéressant. Ça donne matière à réflexion. J'étais pas toujours d'accord. Elle a une approche qui est très pure. Dans le fond, pour elle, il faut vraiment comme une indépendance pure. Puis c'est pas loin de l'anarchisme, entre guillemets. Dans le sens que pour elle, c'est pas... Dès qu'en fait, on accepte de s'inscrire dans une structure déjà existante dans la société qu'on essaie, l'ordre de la société qu'on essaie de combattre, c'est sûr que c'est problématique. Mais par contre, elle, c'est pas une approche de rejeter toute forme de groupe, toute forme d'institution, toute forme de... C'est juste de, dans le fond, essayer de ne pas tomber dans le piège, de remettre les pieds dans les mêmes formes qu'on essaie de combattre. Et ça implique aussi des sacrifices, en fait, de ne pas remettre le pied là-dedans. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est vraiment intéressant. Super intéressant. Je ressors pas de là relax parce que c'est sûr que ça donne envie de continuer à se battre, surtout dans le contexte actuel. En même temps, comme je vous disais, je suis pas nécessairement d'accord avec tout, c'est-à-dire que c'est vraiment extrême sa façon de voir les choses, mais je comprends pourquoi. C'est vraiment une réflexion philosophique, en fait socio-philosophique. Et c'est sûr que ça gagne à être pur parce que pour elle, c'est juste ça la seule option. Puis c'est sûr que c'est en effet la façon comment elle le présente, c'est les actions qu'elle propose pour justement faire en sorte que la femme s'émancipe et puisse enfin être pleinement reconnue dans la société, que ce soit en regard de sujets comme l'éducation ou l'indépendance financière ou même la guerre. Bien, c'est justement complètement de se désarnacher de tout ce qu'elle avait, qu'elle traîne avec elle comme passé dans la société patriarcale. Donc, voilà. Écoutez, le vlog a avancé pas mal. Évidemment, j'ai pas tant de lecture, mais le vlog a avancé pas mal. Puis je sais pas si je vais lire d'autres choses avant la fin du vlog. Peut-être que oui, peut-être une courte lecture. Mais ce que ça m'a donné envie de lire, en fait, je sais pas si je vais le lire là, mais
ça m'a donné envie d'enchaîner avec une de mes prochaines lectures, justement, du Mars au féminin, qui est The Dictionary of Lost Words. Non, c'est ça? The Dictionary of Lost Words? The Oxford Dictionary. C'est de Pip Williams. Puis, dans le fond, c'est l'histoire, justement, de la création du dictionnaire d'Oxford, qui a été faite par, évidemment, un groupe d'hommes éduqués et qui ont, par la création du dictionnaire, quand même contribué à continuer à formater la société comme elle l'était patriarcale, parce qu'il y a des mots qui ont été potentiellement exclus. Bien sûr que là, c'est de la fiction. C'est une jeune femme qui va justement évoluer autour de ce groupe d'hommes-là, parce qu'elle fait partie du monde de la famille et tout ça, et qui va partir à la recherche, je ne sais pas si c'est au propre ou au figuré, de ces mots disparus du dictionnaire. Donc, ça me donnait un peu l'impression que c'était quand même relié un peu comme sujet. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, ben voilà, on va voir comment ça va s'orienter, qu'est-ce que je vais finir par lire, mais je vais vous tenir au courant de toute façon dès que j'ai choisi. Allez, à tout bientôt! Hey, salut! Super prise de vue! Je m'en allais partir au travail, mais finalement, j'ai reçu un petit colis. Vous savez que j'en commande pas si souvent, mais il y avait 2 livres que mon copain voulait avoir, puis là, ben, je me suis dit que... Fait que je vais l'ouvrir avec vous. Bon, alors, ben ça, c'est les 2 livres que mon copain voulait avoir sur les maisons anciennes et la pêche à la mouche. Vous voyez maintenant ses intérêts. Et moi, dans le fond, je me suis laissée tenter par un livre que je trouve super intéressant, surtout que je travaille en bibliothèque, et ça s'intitule « This is the Canon, Decolonize your bookshelf in 50 books ». Donc vraiment, la décolonisation des livres en bibliothèque, c'est vraiment quelque chose qui est en cours, autant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Puis là, ben, je pense que c'est plus en général nos bibliothèques, nos rayonnages à nous, personnels. Mais je trouve ça super intéressant d'avoir justement des références qui vont bien sûr être potentiellement des auteurs nord-américains ou américains, mais quand même, je trouve ça super intéressant. C'est sûr que c'était plus un livre d'intérêt personnel ou professionnel. Et j'ai décidé de m'acheter un petit peu en dehors de peut-être des autres, mais un livre de l'autrice Erin Swan. Mais qui m'intéressait vraiment, et c'était Walk the Vanished Earth. Et ça, en fait, c'est ils disent que c'est le debut novel, fait que ça doit être son premier roman. Et qu'est-ce que ça dit? Ça se passe en 1873 et on va suivre un chasseur de bisons qui s'appelle Samson et qui voyage à travers le Kansas, qui est plein d'espoir pour ce nouveau pays. Et après ça, on va aussi suivre quelqu'un en 1975, une adolescente qui s'appelle Béa, qui a des souffrances un peu adolescentes, mais qui finalement a aussi un contexte particulier. Elle est enceinte, elle est muette, elle est élevée dans un extrême isolement. Et on va monter comme ça avec quelqu'un en 2027, quelqu'un en 2073 sur la Lune, etc. Donc, ça m'intéressait vraiment. Alors voilà pour celui-là. J'ai fait un essai, je l'ai acheté plutôt que de le lire avant, mais bon, c'est pas grave. Alors, mini bocal surprise avant d'aller au boulot. Et voilà! Allez, faut que j'y aille! Et bonjour! Alors, me voici pendant ma pause repas, encore une fois. On est le vendredi 7 mars. Et bien, finalement, j'ai changé d'idée. J'ai laissé de côté ma lecture que j'envisageais de faire en enchaînement, donc Dictionary of Lost Words de Pip Williams, inspiré par ma lecture de Virginia Woolf. Et comme j'avais envisagé de faire une lecture commune qui était annoncée par Fluent Books d'un livre que j'ai acheté, suivant le passage de l'autrice à la grande librairie, et que là, finalement, tout le monde se lançait pour le lire tout de suite, et qu'on m'a dit qu'il existait en audio. Donc, alors j'ai décidé de lire Résister de Salomé Saké chez Payot. En fait, je l'ai écouté. Et c'était chez Actes Sud Audio. J'avais jamais réalisé il y a des livres d'Actes Sud, j'allais dire en écouter des Actes Sud, mais je n'avais pas réalisé qu'Actes Sud s'est lancé dans l'audio, donc c'était fort agréable. Et c'était lu par l'autrice, donc quand même. Je me souviens pas si je vous avais mis en contexte pour celui-là, ça fait peut-être un petit moment, mais je vais ouvrir la 4e couverture assez rapidement, juste pour vous mettre un petit peu, pour vous donner un petit peu plus de viande autour de l'os. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Dans les urnes, comme dans les esprits,
ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance, mais à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. Alors voilà, petit opuscule, coup de poing déjà en partant, donc je sais que ça parle de la résistance. Et je dois vous dire que, bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, Salomé Saké, c'est une journaliste qui, dans le fond, a milité pour plein de choses, mais en fait, milite pour un journalisme rigoureux, authentique, honnête, mais pas nécessairement neutre dans certains cas. Puis elle nous explique pourquoi elle considère qu'un journalisme neutre, dans le cas, par exemple, de le combat de l'extrême droite, ça peut, en fait, contribuer à faire rentrer l'extrême droite. Oui, oui. Et juste pour vous donner un petit peu une idée, on a ici sur 100... C'est un épuscule de 113 pages, mais on a comme une dizaine de pages de sources. Donc, vraiment, c'est très bien sourcé. En même temps, l'espèce de défi qu'elle avait, c'est de présenter, juste vous dire, elle est journaliste pour Blast et autrice de l'enquête Sois jeune et tais-toi, qui a été faite chez Payot aussi. Donc, qui était en rapport pourquoi on a donc comment ça se fait qu'on a un préjugé contre la jeunesse. Donc, voilà. Je l'avais entendu, c'était super inspirante en entrevue, très ancrée dans l'importance des faits, l'importance de pas juste partir sur des opinions, de vraiment comme partir des faits, puis faire une enquête, puis tirer les conclusions qu'il faut. Puis dans le fond, dans celui-là, ce qu'elle va décortiquer, c'est divisé en 3 parties. La première partie, c'est sûr que ça reste que Salomé Saké est une journaliste française et elle va utiliser ce qui est à sa portée en termes d'exemple, c'est-à-dire de l'extrême droite, donc particulièrement le Front National, anciennement Regroupement National, je pense, en tout cas RN. Donc, ça va être en 3 parties. Il y a donc le danger qui vient, qui est comme l'histoire en fait de l'extrême droite en France, incluant toute l'histoire puis le contexte du RN et ce que ça nourrit ou ce à quoi ça répond dans la société au fur et à mesure, puis comment ça fait que ça s'est bâti comme ça. Ensuite, la deuxième partie, c'est la bataille culturelle. Puis là, vraiment, elle va développer le fait que l'extrême droite, en fait, ou tout mouvement quelconque, en fait, la grande stratégie, le nerf de la guerre, c'est sûr que c'est la communication. Puis elle va parler justement de, ici, on a bataille médiatique, sémantique, donc un vocabulaire qui est particulier à l'extrême droite, qui est en mode répétition, puis qui va faire passer dans le domaine du banal, des termes qui ne le sont absolument pas, mais qu'à force de répéter, on a l'impression que c'est un terme normal. Et la bataille numérique par rapport aux réseaux sociaux. La bataille médiatique, ça va être gros ancré sur le fait que c'est sûr que les médias ont un grand rôle à jouer là-dedans et sur la réalité, en tout cas en France, mais je vous dis ça parce qu'en fait, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut se transposer presque directement pour l'Amérique, en fait, ailleurs dans le monde, mais particulièrement chez nos voisins du Sud ici, donc aux États-Unis. Et dans le fond, elle parle aussi des gros conglomérats médiatiques, donc des grands milliardaires qui vont acheter des médias puis qui vont faire en sorte, avec des allégeances, mettons par exemple d'extrême droite, puis qui vont faire en sorte que ça va, qui vont leur mettre une espèce de chape de loyauté idéologique, qui vont faire en sorte que ça va finir par véhiculer de l'information qui n'est pas de l'information juste, donc qui est de la fausse information, mais on va la véhiculer à grand déploiement et ça va finir par devenir des faits. Donc ça, c'est de partir sur la bataille culturelle. Puis la dernière partie qui, je pense que la bataille culturelle peut quand même, même si les exemples sont ancrés dans le contexte européen, c'est quand même une bataille aussi qui se mène, comme je vous dis, dans d'autres pays. Donc pour, mettons, moi qui est au Québec, qui est au courant de ce qui peut se passer en France, mais pas tant que ça, mais qui peut avoir des comparatifs, par exemple, aux États-Unis, je trouve qu'à partir de la partie 2 et 3, c'est quelque chose qui fait vraiment qu'on est ancré, qu'on se sent vraiment interpellé. La troisième partie, c'est résister aujourd'hui. Donc c'est là qu'elle va mettre de l'avant les idées pour elle de c'est beau s'indigner, fait référence à Stéphane Kessel, c'est peut-être Kessel, mon Dieu, je l'ai rebaptisé. En tout cas, ça, son fameux « indignez-vous ». Elle disait « c'est beau s'indigner », mais en fait, il ne faut pas que notre indignation, finalement, finisse en indifférence. Donc, pour elle, il faut qu'on passe en mode résistance. Puis, ce qu'elle propose comme option, c'est plutôt d'éviter l'indifférence puis la normalisation,
puis la tolérance à tout prix, même des extrêmes. Donc, c'est pas nécessairement des actions. Oui, elle va mettre de l'avant des actions résistantes, ouvertement résistantes, auxquelles on pense comme se manifester et tout, mais c'est surtout des petits gestes, en fait, au quotidien. Donc, cette partie-là aussi qui était là. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Ce qui est, bien entendu, que quand je dis intéressant, c'est extrêmement vertigineux, extrêmement terrifiant, extrêmement anxiogène, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Puis je me suis posé la question, est-ce que je le lisais ou pas maintenant? Parce que là, avec ce qui se passe, nous autres, c'est sûr que c'est ça. Si vous aviez déjà un peu l'impression d'être en 1938, puis moi, en plus que je venais lire l'essai de Virginia Woolf qui s'est passé en 1938, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va relaxer en même temps. C'est maintenant que ça se passe, puis c'est maintenant qu'il faut se tenir informé. Donc, je m'étais dit, bon, écoute, Marie-Soleil, vas-y. Et si c'est anxiogène, c'est pas alarmiste, mais c'est, comment qu'on pourrait dire, ça pousse à l'action immédiate. Donc, c'est pas alarmiste, mais ça dit juste comme, ben, il reste pas tant de temps que ça, finalement, pour agir. Donc, agissons, parce que sinon, ça va juste se terminer. Puis, à chaque fois qu'elle va faire des affirmations, ça va toujours être en se basant sur des sources, en mettant de l'avant des exemples concrets qui sont liés à l'histoire de la France, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vraiment, elle va éviter que, oui, bien sûr, c'est un journaliste, c'est du journalisme qu'elle fait. En plus, quand elle le lit, on dirait vraiment qu'on écoute un documentaire, un reportage, mais vraiment en audio. Donc, elle a quand même une lecture qui est très neutre par rapport à ça. Et justement, c'est un peu une construction d'un documentaire, donc elle va quand même prendre des points de vue différents et tout. Donc, on n'a pas l'impression, bien entendu, qu'elle met de l'avant des choses, des convictions auxquelles elle croit, puis c'est des convictions qui, selon elle, sont à la base de la société de la... Bon, pas selon elle, mais qui sont supposément mis de l'avant par la France, donc liberté, égalité, fraternité. Donc, elle se base là-dessus, fait qu'elle dit, bien, je suis pas vraiment... On est tous biaisés comme ça. Mais on n'a pas l'impression qu'on se fait enfiroiper ou entourlouper en ayant juste un côté, en fait, de la vision. Donc, puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'à la fin, elle donne des points. Ça, j'ai trouvé ça super, vraiment. Elle donne des points sur comment argumenter avec quelqu'un qui n'a pas, en fait, qui a une opinion extrême. Et c'est justement ce qu'elle dit, c'est que c'est jamais en rentrant dedans avec un bulldozer que ça va fonctionner. Fait que ce que je trouve intéressant pour ceux qui pourraient avoir l'impression que tu n'as rien à dire, de juste bâcher dans tout le monde, elle dit c'est toujours important de s'exposer à tout. Puis c'est important particulièrement d'être à l'écoute. Parce que le réflexe de l'extrême droite, c'est plutôt de dire on nous écoute jamais, on nous censure tout le temps, alors que c'est à l'envers, c'est eux qui font ça. Mais ça reste que c'est ça la réalité. Puis j'ai trouvé que ses conseils étaient très terre à terre, très utiles dans toute la sphère quotidienne. Donc vraiment, je l'avais acheté un peu parce que comme je vous dis, je l'avais vu passer, je trouvais que c'était quand même quelque chose à découvrir. Je me doutais que comme c'est un contexte européen, comme je vous dis, la première partie, quand on s'est lancé là-dedans, je me suis dit, ouf, c'est quand même un contexte que je connais pas beaucoup. En même temps, ça m'a permis de justement d'en apprendre un peu plus puis de pouvoir faire des parallèles avec notre contexte plus nord-américain. Mais à partir de partie 2 et 3, de toute façon, c'est complètement universel, disons. Donc, super contente. Je m'attendais à ce que ce soit ce type de plume-là, puis j'ai été complètement satisfaite. C'est une plume qui est, comme je vous disais, on dirait authentique, sans prétention, excellente, absolument bien informée, qui prend le temps d'expliquer, très bonne vulgarisatrice. C'est hyper accessible. Parce que moi, je suis pas Madame Essai. Je sais que là, je viens de lire un Virginia Woolf, puis on dirait que je lis juste des essais, mais au contraire, j'en lis presque jamais. Mais celui-là, vous pourriez vraiment, là, premièrement, le faire circuler. Puis c'est vraiment, des fois, il y a des petits sujets là, qui passent. Par exemple, si l'accélérationnisme, la violence comme stratégie politique, là, ce sujet-là, il fait ça ici, puis ça, là. Donc, la plupart de ces sujets font de 1 à 2 pages ou même une demi-page. Mais pourtant, c'est hyper bien fourni, bien ancré, bien... En tout cas, j'étais super impressionnée. Donc, ben voilà, c'était ma lecture que j'ai faite, que j'ai adorée, que je vous recommande absolument, même si au Québec, on peut avoir l'impression que ça ne nous concerne pas, au contraire. Et je trouve que c'est vraiment un bon complément à Trois-Guinées. Trois-Guinées pour avoir le côté... l'ancrage puis l'angle féminisme, droits humains, droits de la femme, société patriarcale et ses dérives, et résister extrême droite, parce que tout ça est, comme je vous disais dans Virginia Woolf, elle parlait quand même
tout ce qui était discrimination puis extrême qui avait pu mener justement à tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle faisait quand même référence à ça. Donc, avec ça, cette espèce de petit guide-là 2025, je dirais que c'est sûrement pas quelque chose qui ne sera pas utile dans les prochaines années, malheureusement. Alors voilà, ce sera donc ma dernière lecture de ce vlog-ci. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je sais que c'est un vlog qui est peut-être un petit peu plus résistant ou militant ou je sais pas trop, mais ma semaine était comme ça. Puis, ben, j'espère que ça vous a peut-être inspiré. Si vous avez d'autres choses à me suggérer, je suis preneuse. Je vous promets rien. Je suis quand même pas quelqu'un qui va faire une orgie d'essais en profondeur et tout. J'aime beaucoup les gens qui sont capables de bien vulgariser puis pour lesquels on va pouvoir se sentir interpellé par les propos dans le sens où il va y avoir quelques ancrages concrets parce que, ben écoutez, il y a des gens qui ont cette capacité-là. Moi, c'est moins ma force de me plonger complètement dans un essai. Mais allez-y, ça va me faire plaisir. Puis peut-être qu'il y en a d'autres que ça va leur faire plaisir aussi de découvrir vos suggestions. Alors voilà. Ben écoutez, j'espère que vous allez avoir des bonnes lectures. Puis ben nous, on se dit à la prochaine!